Chaque année, c'est la même chose. Goncourt, Renaudot, Femina, une dizaine de livres au bandeau rouge espèrent attirer votre attention en librairie. Et tout particulièrement alors que les fêtes approchent. J'en profite d'ailleurs pour vous encourager, que ce soit pour acheter ces livres-là ou bien d'autres, à aller dans les librairies indépendantes. Vous payerez le même prix, mais en plus de ça, vous soutiendrez des commerces de proximité, et ça n'a pas de prix. Mais revenons-en à nos prix littéraires. Qu'est-ce qu'ils valent vraiment? Lequel est à offrir? À qui? Pourquoi? Je les ai lus, et laissez-moi vous dire tout ce que vous avez besoin de savoir sur eux. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Pour la 4e année consécutive, je vous ai préparé une vidéo aux petits oignons sur les prix littéraires de la saison. Et laissez-moi vous dire une chose, celle-ci a été particulièrement difficile, je vous en parle un petit peu plus dans la vidéo. Il y a une vraie tendance cette année, c'est le retour vers soi, vers l'intime. Clairement, on se regarde un peu le nombril et on oublie complètement le monde extérieur. En tout cas, c'est ce que je me suis dit pour une majorité, mais on va commencer avec les livres dont c'est pas le cas. Alors déjà, le prix Nobel de la littérature, je sais d'avance que je vais écorcher son nom. Laszlo, de son prénom. Non, c'est chaud. Krasnaorkai. Si, c'est ça. Krasnaorkai. Merde. Laszlo Krasnaorkai. C'est un prix littéraire qui, contrairement au reste de la liste, va mettre en avant un auteur ou une autrice pour son œuvre complète. Et avec cet auteur, dont je ne vais pas répéter le nom, le comité met en avant, je cite, son œuvre convaincante et visionnaire qui, au milieu de la terreur apocalyptique, réaffirme le pouvoir de l'art. Elle est d'ailleurs très connue dans le monde anglo-saxon. Laszlo Krasnaorkai, je l'ai redit, je suis un peu fière, a déjà gagné le Book Prize. Ah non, je l'avais! Il a déjà gagné le prestigieux prix international, le Booker Prize, en 2015. En France, on a été un petit peu plus timide, par exemple son livre Le Tango de Satan a été publié en Hongrie dans son pays d'origine en 1985 et il a été traduit en France en l'an 2000. C'est donc celui que j'ai choisi pour cette vidéo, même s'il y en avait plein d'autres, mais j'allais pas lire tous ces livres. Peut-être parce que déjà celui-ci j'ai pas compris. Tango de Satan se déroule dans un village hongrois complètement à l'abandon après l'effondrement d'un système politique et économique. Les habitants vivent dans la misère matérielle mais également morale. Ils se bourrent la gueule, ils se surveillent les uns les autres, ils se suspectent et ils attendent. Quoi me diriez-vous? Eh bien, n'importe quoi. Qu'il se passe quelque chose concrètement. Le roman va suivre un petit groupe de villageois qui vit dans un endroit complètement délabré. Leur quotidien est fait de combines, de frustration, de jalousie, le contexte est pas dingo. Personne n'a de projet, personne croit vraiment à l'avenir, et en même temps ça se comprend, mais à lire c'est très très long. Et puis il y a l'arrivée d'Irimias, qui arrive un petit peu comme une sorte de sauveur. Tout le monde le croyait mort, et son retour va créer un choc immédiat. Ça devient une sorte de figure, et les villageois vont se mettre à croire en lui, se dire qu'il a une mission, quelque chose à accomplir, qui va en tout cas leur redonner un sens à leur vie. Et pas du tout. Parce qu'en fait c'est un gros tarbat. Il manipule, il ment, il exploite les gens, c'est pas quelqu'un de très bien. Et ce livre il porte un message hyper intéressant, c'est comment est-ce que quand tout le monde a perdu espoir, on va essayer de se rassurer sur une chose et créer une illusion commune. Mais cette illusion, elle va finir par les détruire davantage. Alors sur le papier, ce livre, il avait tout pour me plaire. Les thèmes ils sont trop bien, mais c'est interminable. Il n'y a pas de ponctuation, il y a des phrases qui font vraiment des pages entières. Excusez-moi. Vous savez, vous pouvez pas faire ce truc de lire la phrase d'avant pour essayer de vous remettre dedans. Non, il faut aller 5 pages en arrière, c'est pas possible. Et comme je trouvais ce livre particulier, si je puis dire, j'ai fait quelques petites recherches et apparemment le style de cet auteur, c'est de créer une forme d'étouffement dans ses romans. Que justement, on soit autant perdu que ses personnages. Bah, je peux vous dire, ça fonctionnait. Et j'ai regardé aussi quelques critiques en ligne de gens qui disent que d'habitude, ils ont pas de difficulté à lire des livres un petit peu exigeants. Moi, c'est moins mon cas. Et où là, ils se sont dit, mais complètement perdus. Et si, comme moi, vous aviez vraiment envie de comprendre ce livre, et que vous vous êtes dit « Tiens, je vais regarder l'adaptation, peut-être que ça va être plus simple », elle dure 7 heures. Non, c'est pas une vanne. Ensuite, parlons du prix Médicis avec Kolkhoz d'Emmanuel Carrère. C'est un récit autobiographique dans lequel Emmanuel Carrère revient sur la relation qu'il entretenait avec sa mère, Hélène Carrère d'Encausse, historienne, spécialiste de la Russie et figure intellectuelle majeure. C'est la Jeannot du montage, j'ai eu un petit problème de son. Mais revenons-en à nos moutons. Emmanuel Carrère, il écrit ce livre après le décès de sa mère en 2023. Et c'est une manière pour lui à la fois de faire le deuil de sa maman et aussi de son histoire familiale. Il explique que depuis la guerre en Ukraine, lui, il a un truc un peu mitigé par rapport à la Russie parce que c'est un peu le pays de son enfance, qu'il l'a complètement idéalisé, donc il revient un petit peu sur ça. Et pour la première fois, il va se rendre dans plusieurs pays, en Géorgie, en Ukraine. Pour lui, la Russie, c'est pas un endroit qui est neutre ou qui pourrait être purement journalistique. C'est avant tout un héritage familial qui a un poids symbolique. Il arrive là-bas à la fois comme écrivain, mais aussi comme fils d'eux et avec tout ce que ça implique. Comme s'il avait déjà une forme de légitimité, qu'on attendait des choses de lui, et en même temps, avec sa maman, il y a une forme de rivalité intellectuelle qui s'est installée.
Il raconte qu'il a longtemps été fasciné par la Russie et il raconte sa désillusion. Il va confronter le mythe à la réalité, nous parler de corruption, de politique qui se barre un peu en cacahuète, et il va surtout interroger sa propre vision. Mais ça explique un peu mon malaise face au prix littéraire de cette année, c'est que on raconte l'histoire, mais on se raconte soi avant tout et sa perspective avant tout. Je sais pas, il y a cette idée que dans notre famille ou dans notre histoire, on aurait forcément quelque chose d'absolument nécessaire à raconter qui soit passionnant, alors que toutes les familles ont leur secret de famille, toutes les familles ont une petite célébrité un peu claquée, enfin, c'est pas pour autant qu'on devrait tous en faire des bouquins. Enfin, après, c'est mon avis. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez autre chose, hein. C'est important qu'on débatte. Dans la bonne humeur et le respect de chacun, bien évidemment. Le prochain prix littéraire, c'est celui de l'Académie française. En général, c'est pas trop ma tasse de thé, parce que en général, le livre qui remporte ce prix, il est particulièrement bien écrit, ou en tout cas, on s'attache au style. Et souvent, moi, quand le style il est trop compliqué, j'arrive pas à m'attacher à l'intrigue. Et malheureusement, c'est ce qui s'est encore passé cette année. Change pas une équipe qui gagne, hein. Il s'agit de Passagères de Yannick Lahens. Le livre suit plusieurs femmes haïtiennes à différentes époques vivant sous des régimes autoritaires. La nuit, c'est le moment où les milices viennent arrêter, où les hommes disparaissent, et où les femmes doivent fuir, se cacher et protéger leurs enfants. Mais c'est aussi un moment de confidence et d'intimité. Et la place des corps est particulièrement intéressante, et surtout les corps des femmes qui vivent plein de violences pas fun du tout, dont je vais éviter de parler pour pas être démonétisée. Mais en tout cas, le roman, il a pas une chronologie continue. Je préfère vous le dire. Si vous aimez les histoires qui vont de A à Z, ce livre il est pas pour vous. Ça fonctionne plutôt par fragments. Pour ce roman-là, les phrases aussi sont assez longues. Et du coup, moi, il y a eu plusieurs fois où j'ai eu ce sentiment qu'il se passe rien. En tout cas, pas grand-chose de significatif. Alors que beaucoup de choses se jouent en même temps. Je sais pas si c'est très clair, si vous voyez ce que je veux dire. Pour la suite des livres, je vous propose un petit basculement. Dites au revoir au monde extérieur et bonjour au récit intériorisé. Par contre, on continue sur les bails de récits non linéaires, on n'est pas sûr de savoir ce qui se passe. Ah, je vous ai dit, hein, cette année, c'était compliqué. Le prix décembre, Les Forces, de Laura Vasquez, c'est pas vraiment un roman classique. Il n'y a pas d'intrigue linéaire, pas de progression narrative traditionnelle. On suit une autrice qui a pas vraiment de nom et on se retrouve dans sa tête avec ses pensées. Elle parle de son rapport aux hommes, au désir, son rapport au corps, et elle va aussi nous parler de domination. Le texte il est assez fragmenté, c'est le moins qu'on puisse dire. En gros, ce livre il rentre dans la catégorie flux de pensée. Moi je comprends pas ce bail. C'est-à-dire qu'il se passe des choses, des corps qui subissent, qui résistent, qui avancent, qui tombent, qui recommencent. Vous voyez l'idée? Et il n'y a pas vraiment de moment fort, un élément déclencheur ou un climax, non, c'est juste une sorte d'accumulation. On sent qu'à force de constat, il y a quelque chose qui vient se resserrer dans le livre et dans la pensée de la jeune femme qu'on suit. Mais en tout cas, je pense que ce livre, il faut pas l'aborder comme un roman, parce que sinon, on est frustré. Et déjà, je pense qu'il faut accepter de se paumer un peu dedans. Il faut pas le lire de manière scolaire, il faut grappiller des petits bouts par-ci par-là, s'arrêter sur des passages qu'on apprécie. C'est le genre de livre où on peut sauter quelques pages, c'est pas très grave. Et je crois qu'il faut même accepter de pas aimer. Enfin, c'était un livre particulier, il y a eu des moments où il y a eu des phrases, j'étais en mode mais c'est d'un génie, et les phrases d'après j'étais en mode pourquoi on est parti sur autre chose. Il faut accepter, je crois, d'être un peu du père. Et c'est l'heure de vous parler du prix que vous attendez tous et toutes, le prix concours, à savoir La Maison Vide. Il commence en 1976 lorsque le père du narrateur décide de rouvrir une ancienne maison familiale qui avait été fermée pendant 20 ans après la mort de sa mère. Je vous préviens d'avance, c'est une bricasse. Cette maison vide, ça devient le point de départ de notre histoire, et un moyen pour l'auteur de remonter dans le passé et d'aller suivre différentes générations avant lui. Cette maison, elle contient des objets du passé, comme par exemple un piano ancien ou une légion d'honneur, et des photographies de famille avec des visages soit complètement supprimés ou alors partiellement effacés. Ces indices matériels, ils vont être pour l'auteur comme des vestiges d'un passé oublié ou en tout cas assez flou. Là c'est parti, comme un bon prix concours qui se respecte, on a face à des histoires de silence, des oublis, des blessures, des secrets de famille. Et c'est la petite histoire qui va nous raconter la grande histoire. Je schématise un petit peu, mais en gros j'ai fait une vidéo sur les 50 derniers prix concours et concrètement quels sont les différents thèmes que l'on peut observer dedans. Vous pouvez aller voir la vidéo, elle est en ligne. Et là, le prix concours de cette année, il correspond complètement à ça. Le roman, il va se dérouler sur 4 générations avec 3 femmes phares. Marie-Ernestine, une jeune femme qui avait beaucoup de talent pour le piano, mais qui va devoir laisser de côté son rêve et rentrer dans le rang, on va dire. Marguerite, une femme qui a été tondue lors de la Libération et qui a été publiquement humiliée, et après ça, elle a été complètement effacée de l'histoire de la famille. Et enfin, Jeanne-Marie, une maman autoritaire qui impose le silence. Et elle va faire peser sur ses enfants le poids de l'histoire et tous les secrets dont elle a jamais pu parler dans la famille. Une fois de plus, c'est une écriture qui n'est pas linéaire. Sinon on s'ennuierait. C'est plutôt une exploration de la mémoire. Et les récits de vie sur différentes générations vont se mélanger, et on va voir comment les événements historiques mais aussi personnels ont
façonné cette famille. Alors déjà, je l'ai écouté en livre audio, lu par Denis Podalides, et tous les livres que j'ai écoutés lus par Denis Podalides, c'était incroyable. Il a vraiment une voix trop bien, et je pense que ça m'a permis, et une incarnation de manière générale, et je pense que ça m'a permis d'apprécier le livre, ou sinon je serais un peu passée à côté, et en tout cas, j'ai trouvé que sur l'écriture, c'était génial. Je me suis vraiment accrochée au personnage. Mais bah c'était long, ça j'ai pas pu m'empêcher de me dire merde, on aurait pu enlever quelques petits trucs. Il y a quand même des moments où j'étais plus dedans, en plus c'est un peu le problème des livres audio, enfin je sais pas vous, mais moi je l'écoute un peu dans les transports, quand je fais du ménage, à la muscu également, et quand je suis en train de compter mes répétitions et que je galère là, sur les pecs, les haltères, tout ça, je peux vous dire, il y a des trucs qui passent à la trappe. Hein. Donc c'était pas mal, mais accrochez-vous, c'est long et c'est pas très original, malheureusement, pour un prix concours. Alors que celui de l'année dernière, il était vraiment top. Le prochain dont je vais vous parler, c'est le prix Femina et le prix concours des lycéens. En général, le prix concours des lycéens, c'est ma cam. Je sais que c'est une bonne base et que, en fait, parmi tous les jurys, les lycéens, c'est ceux qui sont le plus proches de moi. Et cette fois, le prix Femina et le prix concours des lycéens est décerné à La Nuit au cœur de Natacha Apana. Et il va aborder la question des violences conjugales et du féminicide, à travers le destin et les voix de 3 femmes, dans des relations amoureuses marquées par l'emprise, la peur et la domination. Je vais dire un truc qui fait très critique littéraire, c'est un livre nécessaire. Je m'en supporte. Mais en tout cas, dans ce livre, on tombe jamais dans le sensationnalisme. L'autrice, elle va nous montrer comment la violence, elle s'instaure petit à petit sous couvert d'amour. Elle va nous parler de la honte, la culpabilité, qu'est-ce qui empêche une femme à partir, le regard des autres. C'est un livre qui est hyper puissant, mais comme souvent, ça me fait de la peine quand le prix concours des lycéens, c'est un livre qui est particulièrement dur, avec des sujets pas fun du tout. Ça reflète une réalité, donc il faut pas le négliger, mais ça me fait de la peine. Et ce qui m'embête un petit peu, parce que voilà, je suis aigrie, je vous l'ai dit, ce qui m'embête un peu cette année, c'est que le Femina, c'est un prix littéraire qui a été inventé pour dire, c'est assez misogyne là, ce qu'on voit en littérature, donc fuck, on fait un jury que féminin et on va récompenser des livres. Et en fait, à chaque fois qu'il y a des livres écrits par des femmes, pas à chaque fois, mais en tout cas ces dernières années, j'ai lu beaucoup d'histoires très traumatiques. Comme si nos expériences de vie en tant que femmes, elles se résumaient à ça. Et à la fois, il faut en parler, c'est hyper important, je dénigre pas ça du tout, mais nos histoires, elles se résument pas à ça. Et du coup, le fait que ce soit ces histoires-là qui soient toujours récompensées, ça me questionne un peu. Et pour autant, est-ce que le monde change? Je ne sais pas. Ouais, là, niveau argument, je pense qu'on est sur une conversation au tabac à 9h. Un dimanche matin. Ensuite, c'est l'heure du prix Renaudot avec Je voulais vivre d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Il raconte l'histoire de Milady de Winter, personnage des 3 mousquetaires, en lui redonnant une voix. Le récit s'ouvre avec une scène au milieu de la nuit, une petite fille qui est complètement glacée, elle a des blessures, elle veut pas parler, et elle se retrouve devant la porte du père Lamandre. On voit qu'elle a eu une enfance marquée par la survie, et 20 ans plus tard, Anne est devenue Lady Clarick. Elle est riche, influente, courtisée par les puissants, et elle est proche du cardinal Richelieu. Et on va nous raconter tout ce qu'il y a derrière cette réussite, les différentes ruptures, les changements d'identité, les stratégies, bref, on va enfin donner une voix à Milady. On va nous montrer comment elle a appris à se défendre, à manipuler, à manier les armes, mais comment 4 hommes connaissent son passé et vont vouloir la punir. C'est un livre qui donne enfin la place à Milady, qui est une figure souvent de traîtresse, manipulatrice, et là on va tout simplement nous montrer l'histoire d'une femme et sa transgression pour survivre. Et je vous avoue, ça m'a étonnée de voir que ce livre ait gagné un prix. Je suis pleine d'interrogations cette année, c'est chaud. Peut-être c'est mon monologue interne qui est trop fort là, faut que je me calme. Non mais c'est très intéressant. Le livre en lui-même, il est bien. J'ai bien accroché, c'est bien écrit. Là, on a vraiment une histoire relativement linéaire, donc j'étais pas paumée, donc déjà c'est bien. Mais en fait, ça pose aucune question sur ce qui se passe dans notre monde actuellement. Ça m'a paru un peu déconnecté. Enfin, j'ai eu du mal à découvrir l'enjeu, surtout le personnage de Milady qui est quand même assez connu. C'est top, c'est bien écrit, mais ça reste assez sage. C'est un roman qui est très consensuel, c'est agréable à lire, mais ça vient pas nous chambouler. Et c'est très symptomatique du contexte actuel. Je vous en parle un petit peu plus tard après le prix Interallié, le dernier de la liste, remporté par Louis-Henri de La Rochefoucauld avec L'amour moderne. Ça nous raconte l'histoire d'un homme de notre époque, parisien, cultivé, plutôt à l'aise socialement, mais complètement paumé lorsqu'il s'agit d'aimer. Et au début, on va suivre une histoire en particulier, une histoire d'amour qu'il est en train de traverser, et puis petit à petit, les doutes vont s'installer. Il enchaîne les relations, les crushs, les premiers dates, mais il n'y a rien qui devient véritablement concret. Il s'attache à personne. Le narrateur, il passe son temps à analyser ce qu'il ressent, les messages qu'il envoie, ceux qu'il reçoit, et il va nous parler des manières d'aimer avec nos codes actuels. En fait, finalement, tout le monde a envie d'être aimé, mais personne sait trop comment s'y prendre. Alors, je vous en dis pas plus, parce que très franchement, j'ai pas aimé ce livre. En fait, sur le principe, un livre qui parle d'amour, j'étais en mode trop bien, ça
m'intéresse de ouf, sauf que c'est un livre qui se passe dans le 16e et qui reste dans le 16e. Et j'ai eu la sensation de lire quelque chose avec un point de vue très situé d'un mec bourgeois. Et c'est pas anodin que ce soit justement dans un milieu bourgeois, c'est un endroit où les personnages, ils ont le temps de se questionner sur leurs sentiments amoureux, ils peuvent douter, et les problèmes qu'ils traversent, ils sont très liés à ce cadre-là finalement. Du coup, même si je me suis retrouvée dans certains mécanismes amoureux, j'ai trouvé que ce livre, il était pas universel. En fait, ça m'a vraiment fait penser, vous savez, aux comédies romantiques avec des personnages qui sont riches, qui ont vraiment des problèmes de leur milieu social, et je suis en mode, mais qui raconte nos histoires ? On est où nous dans tout ça? Maintenant que j'ai ronchonné et que je vous ai présenté tous les livres, je voulais revenir quand même sur ce qui m'a le plus dérangé. Quand on regarde tous ces livres, il y a quand même une tendance qui est assez claire et des thèmes qui reviennent en permanence. L'intime, le trauma, le silence, le repli. En fait, je trouve que ça sent que les éditeurs et les auteurs, ils prennent moins de risques. Ils vont vraiment privilégier des livres qui vont réussir à défendre et donc qui vont réussir à vendre. À ce stade, c'est une question de survie puisque depuis 2021-2022, le prix du papier a énormément augmenté. On a une hausse du coût des matières premières, des pénuries liées au Covid et une explosion des coûts de transport et d'énergie. Et c'est dommage parce que pendant que je lisais ces livres et que vraiment j'avais du mal à les terminer, je me disais mais c'est complètement déconnecté de la réalité. C'est pas les sujets brûlants qui nous questionnent, en tout cas de mon point de vue. Je sais pas, genre l'intelligence artificielle, la montée de l'extrême droite, le réchauffement climatique, les guerres, le complotisme. Et concrètement, c'est des sujets dont on risque de parler à Noël pendant qu'on est en train de se remplir le bide et clairement ça va créer des embrouilles. Mais de manière générale, c'est des sujets dont on parle quand même aujourd'hui et on les retrouve pas vraiment dans ces livres. Alors de voir ces livres primés, j'avoue ça m'a laissé un petit goût amer de voir ce qui était représenté de la littérature contemporaine parce que finalement c'est un tout petit prisme. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui ma team Jao, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Tout ce que je vous ai dit, ce n'est que mon simple avis. Vous avez le droit d'adorer ces livres, vous avez le droit de les offrir à des gens. Voilà, moi je vous dis ce que j'en pense, je vous fais un petit résumé. Après, vous êtes grand, vous pouvez décider. Et en tout cas, si vous voulez lire de la littérature contemporaine mais aller un petit peu vers autre chose, n'hésitez pas à aller dans les librairies indépendantes, c'est des endroits où on va pouvoir vous faire des super recommandations. Surtout pour Noël, ce sera particulièrement original et ce sera proposé par des passionnés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!